Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Bleu, blanc, zèbre, le mouvement citoyen se décline en local et la Corse n'échappe pas à la tendance. On en parle ce soir avec Guillaume Villemot et Jean Alessandre. Marie-Ange Philippiel nous dira si c'était mieux avant ou pas, selon Michel Serres, et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Guillaume Villemot. Bonsoir. Jean Alessandre, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir. Guillaume Villemot, vous êtes cofondateur et vice-président du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, créé en 2013-2014. 2014, oui. 2014. On va avoir 4 ans pile là dans quelques jours. Très bien, alors joyeux anniversaire. Merci. Avec l'écrivain Alexandre Jardin, qui mise sur la co-construction entre citoyens, élus locaux, monde de l'entreprise, monde associatif, pour trouver des solutions autour des solutions concrètes pour répondre aux grandes problématiques de notre société, de la santé à l'éducation nationale, en passant par l'emploi, le logement, l'alimentation, plein de sujets. Toutes les grandes fractures de la société. C'est ça, c'est vaste programme, j'ai envie de vous dire. Ouais. C'est pour ça, on sait quand on a commencé, on ne sait pas vraiment quand on va s'arrêter. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a... C'est un jour un constat qu'on a fait, Alexandre et moi. Lui, il avait fait ce constat il y a très longtemps quand il avait créé Lire et Faire Lire, où ça repose exactement sur la même chose, c'est-à-dire sur le principe d'avoir des citoyens qui vont s'engager, qui vont donner le goût de la lecture à des plus jeunes. Et un jour, avec Alexandre, on s'était croisés. Moi, j'avais dans le cadre d'une activité que j'avais, qui est le Festival des Conversations. Et Alexandre, un jour, je pars à un rendez-vous et je sais le journal un matin et je tombe sur une chronique qu'Alexandre écrivait, dans laquelle il s'appelait Colère, et dans laquelle il disait: j'en ai assez qu'on dise que le plus beau jour de la vie de quelqu'un, c'est le jour où il part à la retraite. J'en ai marre qu'on dise que la France est un pays foutu. J'en ai marre qu'on attende que tout nous tombe tout rôti dans la bouche. Il faut qu'on se prenne en main. Et j'ai fait une chose que j'ai jamais refait de ma vie et que je n'avais jamais faite, c'est que je lui ai envoyé un mail le soir en lui disant: écoutez, vous faites des choses dans votre coin, moi je les fais dans le mien, et si on essayait de faire des choses ensemble. Le lendemain, il m'a appelé, on s'est vu. Je suis reparti de là en disant: ce type est complètement fou, mais juste génial. Et l'histoire a commencé comme ça. Et on s'est dit, et notre rêve a toujours été et est toujours aujourd'hui, de réunir tous ceux qui concrètement font et règlent un problème de la société. En se moquant effectivement complètement de savoir si c'est une asso, si c'est une entreprise, si c'est un élu local, peu importe. À partir du moment où il fait, parce que le jour où vous avez besoin qu'on vous règle un problème, vous vous fichez de savoir la personne qui est en face de vous, si c'est une asso, une entreprise ou autre. Ce que vous voulez, c'est qu'on règle votre problème. Et donc on a créé cette dynamique et il y a 4 ans, on a lancé Bleu, Blanc, Zèbre avec au départ 15 actions. Qui étaient des assos, des entreprises, des élus locaux. Et aujourd'hui, il y en a 330 même. Oui, un beau parcours et belle évolution. Oui, parce que moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est partout où on va, et Dieu sait si on peut manger des kilomètres en permanence, partout où on va, on rencontre des gens qui sont juste extraordinaires, qu'on ne met pas assez souvent en lumière, donc merci de le faire ce soir. Mais c'est excessivement important d'avoir des gens comme Jean, d'avoir des gens qui, un peu partout en France et dans les dom-toms, enfin dans les Outre-mer, font aussi un travail, mais extraordinaire. Parce que ce pays, il porte en lui toutes les grandes... réparations existent. Maintenant, il faut juste les mettre en lumière, il faut juste réussir et savoir les faire travailler les unes avec les autres et faire en sorte qu'on puisse enfin avoir, non pas des bonnes nouvelles, mais des nouvelles objectives de ce qui se passe dans la société et de montrer que, oui, il y a des solutions pour régler le problème du chômage. Il n'y en a pas une, ça se saurait. Il y a plein d'acteurs. On a, nous, découvert un type qui est alsacien, qui s'appelle Paul Landowski, qui a créé une structure qui s'appelle Café Contact Emploi. Et il va dans les cafés et il demande à ce qu'on lui prête un café pendant 20 minutes, pendant 2 heures, 3 heures. Et il dit, il rassure le cafetière, ils disent: vous inquiétez pas, les gens qui vont venir vont consommer. Il fait le tour des entreprises, des TPE, PME, commerçants du coin, en disant: est-ce que vous recrutez du monde? Oui, non, très bien. Si vous recrutez, vous venez, vous aurez 5 minutes pour vous présenter. Et en face, moi, je vais faire venir des candidats. Tous ces gens, speed dating, exactement. En 2 heures de temps, vous avez 8% des gens qui repartent avec un contrat de travail. Ça n'a coûté 0 à la société. Voilà, c'est une des solutions. Et ce type-là, on l'a rencontré. Moi, je me souviens toujours, il m'a appelé un jour en disant: j'ai réglé le problème du chômage en France. Donc je me suis dit: oui, bien sûr. Je lui dis: mais venez me voir. Parce que quand même, je crois que c'est une chose que ça nous a apporté, et à Alexandre et à moi, c'est une espèce d'optimisme, non pas béat, mais d'un vrai optimisme, c'est une vraie capacité à faire confiance aux autres. Et de trouver que ce pays regorge de ressorts extraordinaires. C'est la confiance qui est importante. Ouais. Jean Alessandre, c'est ce qui vous a motivé, vous, pour vous engager auprès de Lire et Faire Lire? Peut-être rappeler ce que c'est que Lire et Faire Lire. Alors, Lire et Faire Lire, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'a expliqué Guillaume. C'est des citoyens
alors, ici, pour la Corse du Sud, c'est pour l'essentiel des citoyennes, parce que c'est une majorité de dames, qui s'engagent à aller lire bénévolement dans les écoles pour donner aux enfants le goût de la lecture plaisir. Hein. Il ne s'agit pas d'apprendre à lire, ça c'est le rôle des enseignants, mais de donner le goût du livre. Il faut avoir bien sûr plus de 50 ans, parce qu'il y a aussi, je dirais, l'aspect transmission intergénérationnelle. Et donc, c'est des citoyens, des associations, en l'occurrence la Ligue de l'enseignement et l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui portent cette structure. Puis il y a aussi par exemple, la Fondation SNCF qui nous aide en finançant des formations pour les bénévoles. Et si vous voulez, alors, je ne sais pas si on va résoudre le problème, mais on va essayer de réduire un petit peu ce problème qui est le déficit de lecture et de goût du livre chez les petits. Alors, Guillaume, qu'est-ce qui, à un moment, décide tous ces acteurs à se mettre autour de la table et de prendre à bras-le-corps un problème, ou en tout cas une problématique? Ça n'arrive jamais. Non, je crois qu'il y a plein de choses. Je crois qu'il y a, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a un sentiment de ras-le-bol à un moment donné. Il y a... Alors, dans la tête d'Alexandre, à un moment donné, il y a une vraie crainte de voir le pays commencer à se casser la figure et partir vers tous les extrêmes possibles et imaginables. Et ça, c'est indéniable dans la motivation d'Alexandre. Il y a aussi le fait de se rendre compte que toutes ces associations, tous ces gens-là, sont excessivement seuls. Moi, c'est le constat que j'ai fait en ayant et en continuant à vraiment beaucoup parcourir le terrain. C'est que quand vous rencontrez également des grosses associations, des grosses structures, l'IRFR, ils sont plusieurs centaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers de bénévoles à travers la France, et il s'occupe de plusieurs centaines de milliers d'enfants à travers la France, on se rend compte à quel point ces structures-là sont finalement assez seules. Et donc, on sert dans certains cas de lien. Et quand vous mettez des gens qui sont pleins d'une chose qui est de la bonne volonté, et vous leur dites on va se mettre autour d'une table, on va essayer de régler le problème, vous vous rendez compte qu'on arrive à faire marcher les gens. Et ce qui n'est pas forcément plus facile, c'est quand on va voir les élus et qu'on va voir les élus locaux, parce que c'est surtout eux, c'est ce qu'on dit toujours, hein, ils sont à portée de baffe de l'électeur, c'est-à-dire que s'il y a un problème de voirie, s'il y a un problème de ramassage scolaire, s'il y a un problème d'électricité, etc., c'est le maire qui se fait directement choper. Ils sont en première ligne. En première ligne. Et donc, du coup, ils ont aussi trouvé des solutions. Moi, il y a un maire qui est en région parisienne, à Courcouronnes, qui s'appelle Stéphane Baudet, qui a mis en place toute une série d'actions autour justement de la lutte contre l'illettrisme. Ben, ce type-là, il a fait ça tout seul. Si ça fonctionne à Courcouronnes, honnêtement, je pense que ça peut même fonctionner ici en Corse. Donc, comment on fait pour, à un moment donné, aussi faire partager les bonnes pratiques? Arrêter en permanence de réinventer la roue ou l'eau tiède en essayant d'aller reprendre des choses ou de se reposer des tas de questions. Et c'est un de nos boulots, c'est de dire aux élus et aux habitants, on va vous aider et on a des solutions, vous allez voir, et on sait... Pas forcément toujours, parce qu'on se prend les pieds dans le tapis et que on peut ne pas savoir ou pas adapter correctement les choses. Mais en règle générale, on arrive à, toujours en s'appuyant sur le maillage local, toujours en s'appuyant sur les actions qui existent avant même qu'on soit nous venus, on arrive à construire des solutions. Et c'est ça qui fait, je crois, qui donne l'envie aux gens de se dire, on va changer le pays. Je crois qu'il y a vraiment cette énergie féroce qui existe dans le pays aujourd'hui. Marie-Ange, sur l'articulation justement entre initiatives et politique. Vous venez d'y répondre un petit peu, mais je me demandais quelles étaient vos relations avec en fait les représentants du gouvernement ou les élus locaux. Comment s'articulent en gros vos solutions concrètes et la feuille de route du gouvernement, une feuille de route politique? Est-ce que certains ne craignent pas une sorte d'ingérence en fait, de notre part? Alors, je ne peux pas dire qu'on ait été toujours reçus avec un grand sourire. Alors, en 4 ans, il y a eu en plus un changement de gouvernement et donc un changement de méthode et de façon de voir les choses. Quand on est arrivé au début, notre grande force aussi a été de dire on ne demande rien à personne. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'argent. Donc c'est probablement une de nos grandes faiblesses, c'est-à-dire que ce truc fonctionne, parce que ça ressemble à un truc par moment, ça fonctionne vraiment sur cette espèce d'envie, de volontariat et d'envie de travailler ensemble. Ça c'est une espèce de magie, il n'y a qu'Alexandre qui est capable de faire ça, parce que c'est la même chose avec l'IRFR. Et ça tient comme ça. Donc ça nous a permis de pouvoir aller voir des élus, de pouvoir aller voir des communes, parce qu'au départ c'est les maires qui nous ont suivis. Aujourd'hui on a signé des accords avec 70 communes à travers la France, qui nous ont dit, moi je suis prêt à implanter une action sur le territoire. Ça repose sur la confiance. Je vais vous raconter une histoire, moi, qui me fait à chaque fois beaucoup rire. C'est qu'un jour, on va signer avec Alexandre dans une ville sur le continent, un accord donc de partenariat entre Bleu Blanc Zèbre et cette commune. Et la feuille de partenariat, c'est une feuille qui est un recto seul, donc qui a écrit Madame, Monsieur, maire de telle commune, je m'engage joyeusement à implanter au moins une action de Bleu Blanc Zèbre sur le territoire. Et on est
donc on vient dans cette commune avec Alexandre, on est à 10 minutes de la signature, le maire a fait venir, rempli la salle entière des mariages, une grosse commune, donc la salle était assez grande, donc il y avait un peu de monde, toute la presse locale était là, et tout d'un coup je vois le directeur général des services qui me tombe dessus, qui me dit « Monsieur Villemot, on arrête tout, il y a un problème ». Je dis « Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Il n'y a pas les annexes ». Ben, je lui dis « Mais il n'y a pas d'annexes ». Il me dit « Mais si, on ne peut pas signer juste une feuille, il faut forcément des annexes ». Je lui dis « Non, il n'y a pas d'annexes parce qu'on va se faire confiance ». Et c'est là où le truc il a commencé, c'est là où ça a commencé à changer. Quand vous rentrez dans cette logique, je dis, le maire il va s'engager devant ses habitants et devant la presse que lui a convoquée. Nous on n'a rien demandé à personne. Hein. Il va lui s'engager à implanter, à faire fonctionner, à faire marcher des choses. S'il ne tient pas ses engagements, c'est lui que ça va regarder après, entre sa conscience et lui, et entre lui et ses habitants éventuellement. Donc de ce point de vue-là, au début, on nous a regardé un peu, et on continue à nous regarder un peu comme des gens un peu bizarroïdes. On a réussi là, sur un autre plan qui était un désengagement qu'on va commencer à voir arriver sur une des thématiques qu'on porte beaucoup, qui est la politique de la ville et la situation dans les quartiers, à faire en sorte que le gouvernement actuel se dise « Ok, peut-être qu'on va trop vite, peut-être qu'on n'écoute pas assez les gens qui font ». Alexandre a écrit un livre il y a 3 ans maintenant qui s'appelle « Laissez-nous faire, on a déjà commencé », qui là aussi repose sur le principe de dire « Et si on arrêtait uniquement d'écouter » des hauts fonctionnaires, des énarques, quelle que soit leur origine, leur cursus scolaire, et qu'on allait écouter les associatifs, les gens qui sont sur le terrain, qui font. Peut-être qu'eux, finalement, ils ont des solutions. C'est la différence que vous faites également entre les faiseux et les diseux, oui. C'est ça ? Exactement. Le faiseux, c'est celui qui concrètement fait. Le diseux, c'est, comme son nom l'indique, il parle, et puis il reparle. Et puis, de temps en temps, il promet, mais il reparle. Voilà. Mais les faiseux, ils peuvent amener les diseux à devenir des faiseux. Exactement. Ça, c'est un vrai engagement. C'est-à-dire que et c'est là où aujourd'hui, alors c'est assez intéressant par rapport à la question du politique actuel. Nous, on a toujours dit avec Alexandre, on refuse de faire de la politique, on fait du politique. Donc vraiment le sens premier de cette expression. La parole peut être politique aussi. La parole peut être politique, tout à fait. Ça ne se résume pas qu'à l'action. On est bien d'accord. La parole peut être tout à fait politique et cette parole-là est importante. Et l'engagement de la parole est important. La seule chose, c'est qu'on se rend bien compte aujourd'hui que ce pays est quand même très fracturé. Qu'il y a un certain nombre de... Quand vous êtes dans des régions ou dans des départements ou dans des quartiers où vous avez des taux de chômage qui sont à 20-25%, où vous rentrez dans des zones... On était avec Alexandre il n'y a pas si longtemps que ça dans les Hauts-de-France, où on était dans un village où le taux d'illettrisme chez les plus de 20 ans était aux alentours de 25%. Et où je discutais avec le maire qui me disait « Mais arrêtez !» Vous savez, autrefois, il y avait au moins quelque chose qui rentrait dans les foyers qui était écrit. C'était le prospectus du programme télé ou le prospectus du supermarché. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça qui rentre. Donc, il n'y a plus de rapport à l'écrit. Donc, il faut pas se voiler la face sur le fait que, certes, ça va mieux, on nous le raconte, et je l'entends volontiers, mais qu'il y a encore aujourd'hui énormément de fractures. Et que ces fractures-là peuvent être réparées justement par ceux qui font, par ceux qui ont déjà expérimenté des choses. Et en ce moment, c'est vrai qu'on co-construit une politique sur la politique de la ville, qui est un truc un peu différent et un peu nouveau qu'on fait. On verra ce qu'il en sortira. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on y met notre énergie, on y met notre conviction, et on essaye de faire fonctionner ensemble des associatifs et des hauts fonctionnaires. C'est intéressant. L'idée, c'est aussi de dupliquer ce qui marche dans d'autres territoires, parce que la tendance, c'est qu'on revient au micro-local, au circuit court. C'est ça, lire et faire lire, c'est ça. Alexandre Jardin a découvert une petite association en Bretagne. Et il a été enthousiasmé. Et ensuite, il n'a eu de cesse que de faire que cet exemple qu'il avait vu puisse être développé. Il s'est appuyé sur 2 grandes associations nationales, la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, et ça a essaimé partout. Et déjà, ça, c'est quand même un exploit, parce que c'est 2 associations qui ne se parlent pas forcément naturellement. Oui, lui disait c'est la carpe et le lapin. Exactement. Et ces 2 associations, sur un bien commun, qui a été l'apprentissage de la lecture, donner le goût de la lecture, pas l'apprentissage, mais le goût de la lecture, donner le goût de la lecture, eh bien ensemble, elles ont véritablement réussi à passer outre leurs divergences qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent être de toutes sortes, pour réussir à vraiment construire quelque chose de différent. Et c'est ça. Et moi, je crois que, encore une fois, il y a un truc qui a vraiment pour moi arrêté ce pays, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on a inventé le principe de précaution. Et le principe de précaution, il est descendu en cascade partout dans notre société. Et moi, je dis que si on remplace le principe de précaution par le principe de confiance, ça ira fondamentalement mieux. Et quand ces 2 associations se mettent côte à côte et sur un sujet qui s'appelle le goût de la lecture, tout d'un coup, il y a un vrai principe de confiance. Et on va mutuellement se faire confiance et travailler ensemble. Et si on arrive à faire ça, on arrive vraiment à bouger les lignes.
Et celle qui a toute notre confiance sur ce plateau, c'est Marie-Ange Philippe. Même je vous remercie. Vous allez voir, ça va faire écho forcément. Bon, en même temps, c'est le principe de la communication, aucun intérêt. Bien. Voilà. Alors, c'est le dernier petit livre. Je dis petit parce qu'il est petit en volume, bien évidemment, je l'ai oublié. Donc, mais vous allez voir la couverture qui s'affiche à l'écran. Il fait une 50aine de pages, il est tout petit. Le dernier livre de Michel Serres qu'on ne présente plus, grand philosophe, membre de l'Académie française, professeur à Stanford. Il est l'auteur, entre autres, d'ouvrages sur la philosophie des sciences, comme les 5 sens, ou plus dernièrement, de petits ouvrages presque pratiques, je dirais, de petits guides à l'usage de nos générations, comme Petite poussette. Alors, ce livre, c'est la réponse à un sentiment généralisé incarné par l'expression « c'était mieux avant », comme si notre époque n'avait plus rien à offrir. Alors, je dis généralisé, mais en fait, non, pas vraiment, parce que Michel Serres cible ce qu'il appelle les grands papas ronchons et dresse à travers cette expression le portrait d'une génération d'après-guerre qui, je cite encore, râle, critique, s'indigne, tempête, rouspète, crie au scandale, se met en colère au moins 3 fois la semaine. Alors, Michel Serres leur répond bien sûr avec des arguments historiques, mais aussi empiriques, parce que du haut de ses 87 ans, il dit, eh bien, ça tombe bien, avant, j'y étais. Et donc, il dit 2 choses essentielles dans ce livre. L'une, c'est que ce avant, dont on ne sait pas très bien où il commence ni où il finit, est une période complètement fantasmée. Alors, si on peut regretter, comme vous le disiez, la disparition de l'écrit, par exemple, ou le manque de communication orale des jeunes générations, est-ce qu'on peut vraiment regretter le taux de mortalité infantile? Et la deuxième chose, c'est que le monde dans lequel nous vivons est tout simplement meilleur. On a une période qui est on connaît une période apaisée. 70 ans sans guerre, c'est un record. Et qu'il faut être conscient des avancées, notamment les progrès en médecine, ou bien de liberté, entre guillemets, d'expression, en fait, d'encadrement de liberté d'expression, parce qu'il le rappelle, avant, on pouvait insulter les Juifs, les Noirs ou les Arabes sans craindre de procès, ou toute autre personne sans crainte de procès. Et je l'ai entendu dans une émission de radio prendre l'exemple de Bergson. Il disait, j'ai relu Bergson, donc qui est un grand philosophe des années 30-40, c'est pas si loin que ça, et dans un ouvrage, il dit que les nègres sont rigolos. Alors bon, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, est-ce que c'est forcément un mal ou a priori non. Je passe sur toute la période des dictateurs et des génocides de Mussolini à Hitler, bien sûr, c'est évident. Bref, ce livre, en fait, il dresse avec optimisme et aussi malice, un petit brin d'humour, les avancées incontestables du monde dans lequel nous vivons. Alors, vous allez me dire, je vous connais, est-ce que c'est pas quand même une sorte de manifeste candide d'un ravi de la crèche par exemple. Voilà. Eh bien non, parce que la réponse tient dans ce mot « meilleur ». Il ne dit pas que le monde d'aujourd'hui est parfait ou qu'il est bon, il dit qu'il est tout simplement meilleur. Ça semble être évident, mais si l'on transpose cette logique du « c'était mieux avant », ça veut dire que pour régler nos problèmes, il faudrait revenir à une époque révolue et donc en arrière. Alors est-ce que le mieux, c'est peut-être pas de construire tout simplement un monde meilleur avec les bases que nous avons? On peut quand même, petit bémol, regretter une toute petite tendance à l'ethnocentrisme de la part de Michel Serres, parce qu'il emploie souvent le mot on ou nous pour désigner les Français et les Européens. Par contre, c'est vrai qu'il y a dans le monde, enfin, cet apaisement, entre guillemets, est assez asymétrique, parce qu'il y a encore des régions dans le monde qui connaissent des vraies périodes de guerre ou de crise humanitaire. Voilà, c'est le tout petit bémol. Mais sinon, c'est un livre positif et qui apporte pas de solution, mais une parole politique et engagée. Alors, l'un des enfants de Michel Serres, qui s'appelle Jean-François, fait partie de Bleu Blanc Zèbre. Il a créé une association, un mouvement qui s'appelle Mona Lisa, qui lutte contre l'isolement des seniors, qui est un réseau qui est extraordinaire, qui existe d'ailleurs en Corse, ce réseau Mona Lisa. Et c'est vrai, qu'on peut en permanence, vous l'auriez eu là, je l'aurais piqué, je l'aurais filé à mon père. On peut en permanence râler sur le c'était mieux avant, on faisait comme ci, on faisait comme ça, etc. Mais je crois qu'on a la chance, en tout cas en Europe, de vivre dans cette partie ouest de l'Europe, de vivre une période qui est plutôt assez bénie des dieux. Et si je reprends l'exemple de Bleu Blanc Zèbre, il y a 10 ans en arrière, on n'aurait jamais réussi à faire ça aussi vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 350 actions qui nous ont rejoints, etc., parce qu'il y a un outil qui s'appelle Internet et qui fait qu'on a pu avoir une diffusion beaucoup plus importante que si on était parti autrefois avec nos téléphones, aller faire du rendez-vous, du porte-à-porte, etc. Donc ce monde-là est malgré tout un monde. Alors c'est très paradoxal parce qu'il est à la fois empli de plein de peurs,
On le voit sur l'attitude que peuvent avoir les gens par rapport aux réfugiés, on le voit sur le regard de l'autre qui est différent, etc. Et en même temps, de plein de nouvelles ouvertures qui se créent. Donc c'est cette balance-là qui est en permanence pas facile à faire, et où c'est vrai que vous avez des gens qui vous disent « Oh, mais attends, avant, il n'y avait quand même pas autant de ceci, ou il n'y avait pas autant de cela, et ça. » Mais je pense que... moins 2 et plus 2. Exactement. Mais au final, c'était... Non, mais c'est mieux maintenant. Ça avait été meilleur, oui. On connaît. Ouais. On connaît. Vous avez dû être taxé au début de candeur, de naïveté. Totalement. Mais même encore maintenant. Mais vous assumez totalement? Mais totalement. Je veux bien qu'on me dise que je suis un bisounours total, etc. Mais en réalité, oui, on nous a pris, parce qu'Alexandre, en plus, à ce côté, par moment, vous repreniez l'exemple du réjoui de la crèche. Moi, je veux bien qu'on nous donne ça. C'est vrai. Mais en même temps, je pense que la gravité dans laquelle on vit aujourd'hui, elle ne peut pas uniquement se régler en étant encore plus grave que le monde dans lequel on est. Alors, il ne s'agit pas d'être béatement optimiste, il ne s'agit pas de béatement se dire oh, on a toutes les solutions, ça va être merveilleux, etc. Non, encore une fois, on s'est planté et on se plante encore avec les zèbres. Mais on arrive petit à petit à embarquer. Moi, on fait en ce moment, tous les mois, une étape de ce qu'on appelle les états généraux de la politique de la ville, où pendant une journée, on fait venir des acteurs qui viennent raconter ce qu'ils font. Et moi, il se trouve que c'est à chaque fois moi qui l'anime, sauf celle-là qui va avoir lieu à La Réunion, parce que je suis venu chez vous plutôt que d'aller à La Réunion. Et on vous en remercie. Mais moi aussi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'être ici. Non, et simplement, ce qui est étonnant à voir, c'est qu'à la fin de ces moments-là, à la fin de ces journées-là, au-delà des élus qui viennent et qui disent « Ah ben tiens, je savais pas qu'il y avait ça, ah ben tiens, moi, je veux bien ça sur mon territoire, etc. » C'est presque une banque de données. Mais c'est exactement ça. Une banque de données d'initiative. Et les gens viennent nous voir en disant « Merci ». Et vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça nous a fait d'entendre ces gens qui font, ces fameux faiseux. Et je crois que c'est... Voilà, donc peut-être qu'il faut être un peu bisounours, un peu illuminé, un peu je sais pas, oui, mais ça fait du bien. Ça marche, parce que je prends l'exemple de lire et faire lire, puisque c'est ce que je connais le mieux. Pour lire et faire lire, pour lire des livres aux enfants, il faut des livres. Et nous, on n'en avait pas. Eh bien, on s'est dit, mais comment on va faire? Et puis, il y a une bénévole qui a dit, mais moi, je suis bénévole à une bibliothèque du département, parce que la lecture publique, c'est une compétence, enfin, plus pour la Corse, maintenant c'est la collectivité, mais c'est une compétence départementale. Alors, on est allé voir le président du conseil général, à l'époque, c'était M. Panounz, on lui a expliqué. Il a dit, mais c'est simple, on va faire une convention, et vous aurez tous les livres que vous voulez, gratuitement, à la BDP. Et voilà comment... On a accès et on a tous les livres qu'on veut gratuitement. Ils ne sont pas à nous, on les rend, mais on fonctionne comme ça. Oui, ça relève presque du bon sens au final. Voilà. Mais c'est ça. Je pense s'il y a un truc qu'on a perdu, c'est cette notion de bon sens. On a voulu trop complexifier un certain nombre de choses par moment. Et c'est vrai que si on remet simplement du bon sens dans certains sujets, ça va beaucoup mieux. Alors, justement, en parlant de bon sens et d'initiative, vous avez commencé le boulot, si je puis dire, pour dupliquer, en tout cas, ou diffuser les initiatives corses qui ont, et je cite, « l'extraordinaire aventure des inventions et des hommes nés en Corse qui ont changé la face du monde et peut-être même celle de l'univers » aux éditions Les Immortels. Alors racontez-nous l'histoire de ce livre. Alors ça c'est parce que moi je suis tombé amoureux de ma femme et de la Corse en même temps parce qu'elle est corse. Donc c'est comme ça que oui. Et au fur et à mesure où je venais ici avec Jean-Pierre Lang avec lequel j'ai coécrit ce livre, qui est parolier, qui lui a fait beaucoup de textes pour entre autres Bachelet, pour Hallyday, etc. Un jour j'ai toujours voulu. J'en avais assez aussi de cette espèce de, pour reprendre un terme très français en ce moment, le bashing anti-corse, c'est-à-dire de dire toujours les mêmes images, les sempiternels trucs autour de la Corse, etc. Je dis la Corse c'est quand même une île qui a depuis des millénaires réellement changé la face, en tout cas de la Méditerranée et sur certaines choses, même celle du monde. Et donc en partant au départ d'une blague qui était de dire mais regardons toutes les inventions et tous les gens qui étaient corses et qui ont inventé les choses qui ont réellement changé l'histoire. Et plus je creusais, plus je cherchais, plus j'ai trouvé, bien évidemment, le vin Mariani, qui est quand même juste, qui a été copié, qui est devenu le Coca-Cola. Le FBI. Le FBI, qui a quand même été créé par Charles Bonaparte. Donc on se dit, tiens, Bonaparte, est-ce que... Bah oui, c'est le petit-neveu de Napoléon, etc., etc. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'un de nos enfants qui, un jour, en classe, on lui demande, sur le continent, on lui demande où est née la première Constitution, et il répond, en Corse, Pascal Paoli. La prof lui dit, mais pas du tout, tu racontes n'importe quoi, etc. Donc on a eu tendance à oublier quand même beaucoup de choses. Et ce livre, qui est juste une espèce de suite de cartes postales, d'histoire avec un S, est juste fait pour montrer justement de façon avec une
moi j'aime beaucoup la mise en page. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce livre pour montrer toutes ces choses qui sont nées ici et qui aujourd'hui ont un rayonnement. Enfin, vous prenez l'Amérique centrale, vous prenez bien évidemment le casanisme. Enfin bon, il y a tellement de choses qui sont parties d'ici et qui ont rayonné et qui continuent encore, le Roquefort, et qui continuent encore à vivre un peu partout et au-delà de l'île. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes également le créateur du Festival des Conversations. Des Conversations, exactement. Et là encore, je présente le livre « Oser les conversations », qu'on peut voir. Guillaume Filmot, Jean-Alexandre, merci à vous. de nous avoir accompagnés durant cette émission. Marie-Ange, à très bientôt, à très vite. Je rappelle donc que toutes les informations sur Bleu Blanc Zèbre, sur vos publications, sur Lire et Faire Lire, sur le site, sont sur le site. Lire et Faire Lire. Il faut des bénévoles pour Lire et Faire Lire encore. Voilà, c'est dit et l'appel est lancé. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.